En guise de conclusion, la révolution sociale ne peut tirer sa poésie du passé, mais seulement du futur. Elle ne peut commencer avec elle-même avant de s'être dépouillée de toutes les superstitions concernant le passé, les révolutions précédentes faisant appel à des souvenirs de l'histoire mondiale afin de se droguer quant à leur propre contenu. Pour atteindre leur propre contenu, les révolutions du XXe siècle doivent laisser les morts enterrer les morts. Là, l'expression dépassait le contenu. Ici, le contenu dépasse l'expression. Karl Marx, le 18 Brumaire. J'aperçois déjà le visage de tous ceux qui me demanderont de préciser tel ou tel point, de condamner telle ou telle conduite. Il est évident, je ne cesserai de le répéter, que l'effort de désaliénation du docteur en médecine d'origine guadeloupéenne se laisse comprendre à partir des motivations essentiellement différentes de celui du nègre qui travaille à la construction du port d'Abidjan. Pour le premier, l'aliénation est de nature presque intellectuelle, c'est en tant qu'il conçoit la culture européenne comme moyen de se déprendre de sa race, qu'il se pose comme aliéné. Pour le second, c'est en tant que victime d'un régime basé sur l'exploitation d'une certaine race par une autre, sur le mépris d'une certaine humanité par une forme de civilisation tenue pour supérieure. Nous ne poussons pas la naïveté jusqu'à croire que les appels à la raison ou au respect de l'homme puissent changer le réel. Pour le nègre qui travaille dans les plantations de canne du Robert, il n'y a qu'une solution, la lutte. Note. Commune de la Martinique. Fin de la note. Et cette lutte, il l'entreprendra et la mènera, non pas après une analyse marxiste ou idéaliste, mais parce que, tout simplement, il ne pourra concevoir son existence que sous les espèces d'un combat mené contre l'exploitation, la misère et la faim. Il ne nous viendra pas à l'idée de demander à ces nègres de corriger la conception qu'ils se font de l'histoire. D'ailleurs, nous sommes persuadés que sans le savoir, ils entrent dans nos vues, habitués qu'ils sont à parler et à penser en termes de présent. Les quelques camarades ouvriers que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris ne se sont jamais posé le problème de la découverte d'un passé nègre. Ils savaient qu'ils étaient noirs, mais, me disaient-ils, cela ne change rien à rien, en quoi ils avaient fichtrement raison. À ce sujet, je formulerai une remarque que j'ai pu retrouver chez beaucoup d'auteurs. L'aliénation intellectuelle est une création de la société bourgeoise, et j'appelle société bourgeoise toute société qui se sclérose dans des formes déterminées, interdisant toute évolution, toute marche, tout progrès, toute découverte. J'appelle société bourgeoise une société close, où il ne fait pas bon vivre, où l'air est pourri, les idées et les gens en putréfaction. Et je crois qu'un homme qui prend position contre cette mort est en un sens un révolutionnaire. La découverte de l'existence d'une civilisation nègre au XVe siècle ne me décerne pas un brevet d'humanité. Qu'on le veuille ou non, le passé ne peut en aucune façon me guider dans l'actualité. La situation que j'ai étudiée, on s'en est aperçu, n'est pas classique. L'objectivité scientifique m'était interdite, car l'aliéné, le névrosé, était mon frère, était ma sœur, était mon père. J'ai constamment essayé de révéler au noir qu'en un sens, il s'anonymise, au blanc, qu'il est à la fois mystificateur et mystifié. Le noir, à certains moments, est enfermé dans son corps. Or, pour un être qui a acquis la conscience de soi et de son corps, qui est parvenu à la dialectique du sujet et de l'objet, le corps n'est plus cause de la structure de la conscience, il est devenu objet de conscience. Le noir, même sincère, est esclave du passé. En face du blanc, le noir a un passé à valoriser, une revanche à prendre. En face du noir, le blanc contemporain ressent la nécessité de rappeler la période anthropophagique. Il y a quelques années, l'association lyonnaise des étudiants de la France d'outre-mer me demandait de répondre à un article qui littéralement faisait de la musique de jazz une irruption du cannibalisme dans le monde moderne. Sachant où j'allais, je refusai les prémices de l'interlocuteur et je demandais aux défenseurs de la pureté européenne de se défaire d'un spasme qui n'avait rien de culturel. Certains hommes veulent enfler le monde de leur être. Un philosophe allemand avait décrit ce processus sous le nom de pathologie de la liberté. En l'occurrence, je n'avais pas à prendre position pour la musique noire contre la musique blanche, mais à aider mon frère à abandonner une attitude qui n'avait rien de bénéfique. Le problème envisagé ici se situe dans la temporalité. Seront des aliénés, nègres et blancs, qui auront refusé de se laisser enfermer dans la tour substantialisée du passé. Pour beaucoup d'autres nègres, la désaliénation naîtra par ailleurs du refus de tenir l'actualité pour définitive. Je suis un homme, et c'est tout le passé du monde que j'ai à reprendre. Je ne suis pas seulement responsable de la révolte de Saint-Domingue. Chaque fois qu'un homme
a fait triompher la dignité de l'esprit, chaque fois qu'un homme a dit non à une tentative d'asservissement de son semblable, je me suis senti solidaire de son acte. En aucune façon, je ne dois tirer du passé des peuples de couleur ma vocation originelle. En aucune façon, je ne dois m'attacher à faire revivre une civilisation nègre injustement méconnue. Je ne me fais l'homme d'aucun passé. Je ne veux pas chanter le passé aux dépens de mon présent et de mon avenir. Ce n'est pas parce que l'Indo-Chinois a découvert une culture propre qu'il s'est révolté, c'est parce que tout simplement, il lui devenait, à plus d'un titre, impossible de respirer, quand on se rappelle les récits des sergents de carrière qui, en 1938, décrivaient le pays des piastres et des pousse-pousse, des boys et des femmes à bon marché. On ne comprend que trop la fureur avec laquelle se battent les hommes du Viet Minh. Un camarade, aux côtés duquel je m'étais trouvé durant la dernière guerre, est revenu d'Indochine. Il m'a mis au courant de beaucoup de choses, par exemple de la sérénité avec laquelle des jeunes Vietnamiens de 16 ou 17 ans tombaient devant un peloton d'exécution. Une fois, me dit-il, nous fûmes obligés de tirer dans la position du tireur à genoux. Les soldats tremblaient devant ces jeunes femmes fanatiques. En conclusion, il ajoutait: la guerre que nous avons faite ensemble n'était qu'un jeu à côté de ce qui se passe là-bas. Vu d'Europe, ces choses sont incompréhensibles. Certains arguent d'une prétendue attitude asiatique devant la mort, mais ces philosophes de bas étage ne convainquent personne. Cette sérénité asiatique, les voyous du Vercors et les terroristes de la résistance l'ont manifestée pour leur compte il n'y a pas si longtemps. Les Vietnamiens qui meurent devant le peloton d'exécution n'espèrent pas que leur sacrifice permettra la réparation d'un passé. C'est au nom du présent et de l'avenir qu'ils acceptent de mourir. Si à un moment la question s'est posée pour moi d'être effectivement solidaire d'un passé déterminé, c'est dans la mesure où je me suis engagé envers moi-même et envers mon prochain à combattre de toute mon existence, de toute ma force, pour que plus jamais il n'y ait sur la terre de peuples asservis. Ce n'est pas le monde noir qui me dicte ma conduite. Ma peau noire n'est pas dépositaire de valeurs spécifiques. Depuis longtemps, le ciel étoilé qui les séquente, pantelant, nous a livré ses secrets, et la loi morale doute d'elle-même. En tant qu'homme, je m'engage à affronter le risque de l'anéantissement pour que 2 ou 3 vérités jettent sur le monde leur essentielle clarté. Sartre a montré que le passé, dans la ligne d'une attitude inauthentique, prend, en masse et, solidement charpenté, informe alors l'individu. C'est le passé transmuant en valeur. Mais je peux aussi reprendre mon passé, le valoriser ou le condamner par mes choix successifs. Le noir veut être comme le blanc. Pour le noir, il n'y a qu'un destin, et il est blanc. Il y a de cela longtemps, le noir a admis la supériorité indiscutable du blanc, et tous ses efforts tendent à réaliser une existence blanche. N'ai-je donc pas, sur cette terre, autre chose à faire qu'à venger les noirs du XVIIe siècle? Dois-je sur cette terre, qui déjà tente de se dérober, me poser le problème de la vérité noire? Dois-je me confiner dans la justification d'un angle facial? Je n'ai pas le droit, moi homme de couleur, de rechercher en quoi ma race est supérieure ou inférieure à une autre race. Je n'ai pas le droit, moi homme de couleur, de souhaiter la cristallisation chez le blanc d'une culpabilité envers le passé de ma race. Je n'ai pas le droit, moi homme de couleur, de me préoccuper des moyens qui me permettraient de piétiner la fierté de l'ancien maître. Je n'ai ni le droit ni le devoir d'exiger réparation pour mes ancêtres domestiqués. Il n'y a pas de mission nègre, il n'y a pas de fardeau blanc. Je me découvre un jour dans un monde où les choses font mal, un monde où l'on me réclame de me battre, un monde où il est toujours question d'anéantissement ou de victoire. Je me découvre, moi, homme, dans un monde où les mots se frangent de silence, dans un monde où l'autre, interminablement, se durcit. Non, je n'ai pas le droit de venir et de crier ma haine du blanc. Je n'ai pas le devoir de murmurer ma reconnaissance au blanc. Il y a ma vie prise au lasso de l'existence. Il y a ma liberté qui me renvoie à moi-même. Non, je n'ai pas le droit d'être un noir. Je n'ai pas le devoir d'être ceci ou cela. Si le blanc me conteste mon humanité, je lui montrerai en faisant peser sur sa vie tout mon poids d'homme que je ne suis pas ce Yabon Banania qu'il persiste à imaginer. Je me découvre un jour dans le monde et je me reconnais un seul droit, celui d'exiger de l'autre un comportement humain. Un seul devoir, celui de ne pas renier ma liberté au travers de mes choix. Je ne veux pas être la victime de la ruse d'un monde noir. Ma vie ne doit pas être consacrée à faire le bilan des valeurs nègres. Il n'y a pas de monde blanc, il n'y a pas d'éthique blanche, pas davantage d'intelligence blanche. Il y a de part et d'autre du monde des hommes qui cherchent. Je ne suis pas prisonnier de l'histoire, je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence, dans le monde où je m'achemine.
Je me crée interminablement, je suis solidaire de l'être dans la mesure où je le dépasse. Et nous voyons à travers un problème particulier se profiler celui de l'action, placé dans ce monde, en situation embarquée, comme le voulait Pascal. Vais-je accumuler des armes? Vais-je demander à l'homme blanc d'aujourd'hui d'être responsable des négriers du XVIIe siècle? Vais-je essayer par tous les moyens de faire naître la culpabilité dans les âmes? La douleur morale devant la densité du passé, je suis nègre et de tonnes de chaînes, des orages de coups, des fleuves de crachats ruissellent sur mes épaules, mais je n'ai pas le droit de me laisser ancrer, je n'ai pas le droit d'admettre la moindre parcelle d'être de mon existence, je n'ai pas le droit de me laisser engluer par les déterminations du passé, je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères, pour beaucoup d'intellectuels de couleur. La couleur européenne présente un caractère d'extériorité. De plus, dans les rapports humains, le noir peut se sentir étranger au monde occidental, ne voulant pas faire figure de parent pauvre, de fils adoptif, de rejeton bâtard, va-t-il tenter fébrilement de découvrir une civilisation nègre, que surtout l'on nous comprenne, que nous sommes convaincus qu'il y aurait un grand intérêt à entrer en contact avec une littérature ou une architecture nègre que nous sommes convaincus qu'il y aurait un grand intérêt à entrer en contact avec une littérature ou une architecture nègre du IIIe siècle avant Jésus-Christ, nous serions très heureux de savoir qu'il exista une correspondance entre tel philosophe nègre et Platon, mais nous ne voyons absolument pas ce que ce fait pourrait changer dans la situation des petits gamins de 8 ans qui travaillent dans les champs de canne en Martinique ou en Guadeloupe. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme, puisque son destin est d'être lâché. La densité de l'histoire ne détermine aucun de mes actes. Je suis mon propre fondement, et c'est en dépassant la donnée historique, instrumentale, que j'introduis le cycle de ma liberté. Le malheur de l'homme de couleur est d'avoir été esclavagisé. Le malheur de l'inhumanité du blanc sont d'avoir tué l'homme quelque part, sont encore aujourd'hui d'organiser rationnellement cette déshumanisation. Mais moi, l'homme de couleur, dans la mesure où il me devient possible d'exister absolument, je n'ai pas le droit de me cantonner dans un monde de réparation rétroactive. Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre, qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme, où qu'il se trouve. Le nègre n'est pas plus que le blanc, tous deux ont à s'écarter des voies inhumaines qui furent celles de leurs ancêtres respectifs, afin que naisse une authentique communication. Avant de s'engager dans la voie positive, il y a, pour la liberté, un effort de désaliénation. Un homme, au début de son existence, est toujours congestionné et noyé dans la contingence. Le malheur de l'homme est d'avoir été enfant, c'est par un effort de reprise sur soi et de dépouillement, c'est par une tension permanente de leur liberté que les hommes peuvent créer les conditions d'existence idéale d'un monde humain. Supériorité, infériorité, pourquoi tout simplement ne pas essayer de toucher l'autre, de sentir l'autre, de me révéler l'autre? Ma liberté ne m'est-elle donc pas donnée pour édifier le monde du toit? À la fin de cet ouvrage, nous aimerions que l'on sente comme nous la dimension ouverte de toute conscience. Mon ultime prière, ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui